Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brickville-Mur, ce n'est pas du réchauffé. On parlait avec Jean-Marc Léger il y a quelques instants. Il nous disait que le niveau de popularité, quand on demande aux gens est-ce que vous aimez Christine Fréchette, oui ou non, elle a un taux favorable à 50 %. Ça me surprend. Moi, je n'ai pas encore rencontré beaucoup de monde là, sur mon chemin qui tripait sur Christine Fréchette, sans dire qu'il la critique et qu'il la trouve, pas à son affaire. C'est comme si, c'est ma lecture, là, mais c'est pas un sondage non plus, c'est comme si elle laissait un peu les gens... c'est comme si elle ne faisait pas d'effet. C'est comme si on faisait « Ah ben oui, on va encore attendre qu'elle fasse quelque chose. » Le renouveau là, dont elle avait parlé, il se fait encore attendre. Moi c'est ça que les gens me disent. Là. Mm-hmm. En tout cas, il faudra voir, parce que c'est vrai qu'on joue beaucoup sur la stratégie. Tu sais, la femme première ministre, elle a beaucoup joué là-dessus. Rappelle-toi, en disant à quel point c'est historique. Donc, est-ce qu'elle veut aller chercher ce fameux vote des femmes dont parlait Jean-Marc Léger en disant ça va être quand même important, là. Ça va vraiment jouer aussi pour cette élection-là. Donc, peut-être qu'elle, ça fait partie de sa stratégie de dire, c'est quoi, je vais jouer sur ce côté-là, que je suis une femme, puis que il y a quelque chose d'historique là-dedans, si je deviens encore, si la population décide d'élire une fois de plus une première ministre, parce que dans les faits, la population d'aller en élection, il y a eu Pauline Marois, mais là, ça s'est fait de façon différente avec le départ de François Legault. Mais tu sais, je pense qu'elle va jouer là-dessus. Il y a cet élément-là. Est-ce que ce sera suffisant? Moi, je pense que non. Puis c'est aussi quel est l'ADN de Christine Fréchette, parce qu'elle veut se détacher de la CAQ. Parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant, Jean-Marc Léger. Il a dit... il y a deux éléments sous-jacents. Il disait la question pour certains de la peur du référendum, de dire on n'a peut-être pas envie d'aller là-dedans dans ce contexte d'instabilité internationale, d'instabilité avec nos voisins du Sud. Il y a cette idée-là. Et donc, il y avait l'aspect de l'incertitude, la peur du référendum, mais la peur aussi de dire oh non, un troisième mandat de la CAQ, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut aussi? Il y en a qui ont cette peur-là, de dire ouf, on n'a pas envie de mettre une autre pièce dans la machine, puis troisième mandat de la CAQ. Donc, il y a quand même cet aspect-là, sauf que si elle se détache de la CAQ, qui est Christine Fréchette, puis c'est quoi son programme? Tu sais, tu dis équipe Christine Fréchette, premièrement, l'équipe, bon, elle a présenté des candidats, mais c'est pas nécessairement des personnalités, là, tu sais, que les gens connaissent nécessairement. Non. Peut-être que ça deviendra des vedettes aussi, mais si tu mises sur ton équipe, puis qu'on sait pas exactement c'est qui ton équipe, et il y a eu aussi, des fois, ça avait l'air compliqué, là, dans certains cas, de recruter. On a vu, tu sais, des très jeunes, du membre... Des imberbes des sur des membres, pancartes. Bon Dieu, ils ont-tu déjà été en voyage quelque part? Ils ont-tu déjà fait quelque chose chez, je sais pas, une aventure quelconque, fonder quoi que ce soit? Ça, non, mais tu sais, ça c'est respirait correct. pas l'expérience. C'est ça. C'est correct d'avoir des gens de tous les âges, là, tant mieux. Mais tu sais, si tu n'attires pas non plus des personnes qui ont de l'expérience, qui ont géré des entreprises, qui ont fait des choses, c'est ça, là, qui ont la vie dans le corps, là, puis qui comprennent aussi des dossiers complexes, économiques, politiques. Il y a des enjeux quand même qui sont importants. Il y a cet élément-là. Donc, bref, je pense que ça va être important de voir aussi c'est quoi, elle, qu'elle propose, de son nationalisme, c'est quoi? On écoute sa pub? Ben oui, ça a été lancé aujourd'hui. Non, mais il y a une pub aujourd'hui parce qu'on renouveau. Fait que, moi, je suis attentif. Je regarde ça. Je suis attentif à tous les signaux. On l'écoute, on la regarde aussi. Pour moi, être première ministre, c'est d'abord être à l'écoute des Québécois. Parce que c'est vous qui vivez avec les décisions qu'on prend. Si on perd le contact avec votre réalité, on va finir par proposer des solutions qui ne correspondent plus à vos besoins. C'est pour ça que je continue d'aller à votre rencontre, partout au Québec, pour comprendre vos préoccupations et comprendre ce que vous vivez. Parce que nos décisions doivent toujours servir un seul objectif, améliorer concrètement la vie des Québécois. La musique est bonne, en tout cas. Non, bonne musique, c'est entraînant. On dirait qu'on s'en va, je sais pas, on est comme dans l'Odyssée là, de Christopher Nolan, mais en meilleur. Écoute, c'est spécial, elle est au travail. Elle dit, je suis à l'écoute des Québécois. Puis là, elle se ramasse dans sa limousine, elle est au travail, des gens en train de prendre des appels. Je pense que c'est ça qu'on essaie de communiquer. Tu sais, pas en train de s'entraîner comme Pierre Poilievre avec des haltères, puis à se jeter ça dans les airs, puis une culbute. Elle est au boulot, là. Si on vote pour Christine Fréchette, on vote pour quelqu'un de studieux qui va être au travail. C'est son aura. C'est ça qu'on essaie de communiquer. Pour montrer qu'effectivement, elle est déjà en action, puis elle est en train de gérer ses dossiers, puis c'est ça, là, ça y va par là, comme on dit, parce que ça va vite, puis le monde va vite, puis elle est en contrôle de la situation. C'est le message qu'elle va envoyer, de dire, je me préoccupe des gens du Québec, puis on s'en va là. Mais comme je te disais, sur l'ADN, si elle décide de
faire table rase, puis de s'éloigner du bilan de la CAQ, tu as envie de poser la question. Tu te dis, OK, vous dites que c'est juste le renouveau, mais est-ce que vous avez honte de votre bilan? T'sais? Parce que si tu effaces complètement tout, à un moment donné, tu te dis, regardez, oui, c'est la CAQ. Il y avait la CAQ de François Legault, puis une ancienne équipe, mais c'est la CAQ, c'est une coalition, puis là, ça va être la CAQ de Christine Fréchette, puis on est à... Mais là, si tu veux enlever même les traces, le logo, tout disparaît, on a honte à ce point-là. Je trouve que c'est à double tranchant. Ça peut aussi envoyer le message que, hey, finalement, là, nous-mêmes, on n'assume pas. Nous-mêmes, on n'assume pas du tout ça, donc on est obligé de le cacher. Puis ensuite, OK, une fois que tu dis, mettons là, que tu embarques dans la proposition, c'est du passé. La CAQ a disparu. La CAQ, le parti, c'est disparu, là, c'est mort. Pouf! Et maintenant, c'est l'équipe Christine Fréchette. OK, mais à ce moment-là, il y a une grosse responsabilité. C'est quoi ce parti-là? Tu vas regarder sur le site, par exemple, du Parti libéral du Québec, tu vas avoir les valeurs libérales, puis c'est l'appartenance canadienne. C'est assez clair, là. C'est écrit noir sur blanc, appartenance canadienne, fédéralisme, libertés individuelles. Puis là, on y va avec ces valeurs-là. Mais, tu sais, l'ADN de ce groupement, de dire c'est équipe Christine Fréchette, c'est quoi? Il ne faut pas que ce soit juste une coquille vide puis dire, oui, là, son image est bonne. Elle va garder le côté nationaliste. Tu vois, elle est dynamique et puis, tu sais, elle a ces qualités-là. Tu sens qu'elle veut et tout ça. Il faut lui donner ça. Mais en même temps, c'est pas suffisant. Pour que tu rassembles les gens au complet, de dire on passe finalement à autre chose, il va falloir quand même qu'il y ait un peu plus de propositions. Puis tu dis nationalisme, mais nationalisme, c'est un mot qui peut être aussi un mot valise. Ils ont quand même fait la loi 21, la loi 96. Fait que c'est ça qui va... Oui, mais c'est ça que je te dis. Ça, c'est la CAQ. C'est la CAQ. Oui, donc, équipe Christine Fréchette, c'est tout ça aussi. Oui, mais ma prédiction... Puis c'est le fun parce qu'on est là, on est dedans. On va voir ça dans les prochaines semaines. Ma prédiction, là, c'est la suivante, c'est qu'au niveau économique, ils vont faire... Christine Fréchette va faire poser un geste de rupture. On va vraiment dire, nous, on a une autre vision pour le Québec. Écoutez, je n'étais pas à la table quand ça s'est fait. Puis là, l'opposition va travailler à démontrer qu'elle était au contraire à la table puis qu'elle n'avait pas le leadership qu'elle aurait pu exprimer. Mais elle va quand même essayer de poser un geste de rupture, dire ça, c'est vraiment du passé. Puis ça, c'est maintenant, là, ce qu'on vous présente, c'est l'avenir. Mais puisqu'elle ne peut pas se présenter comme étant la chef d'un parti qui est vide, elle va quand même conserver le mérite de tout ce qui est identitaire, loi 21, loi 96, parce que dans l'espace public, c'est encore des réalisations qui font presque consensus au Québec. Étienne Alexandre Beauregard est avec nous. Il faut le préciser, il était à la CAQ, lui, pendant quelques années. Bonjour, Étienne. Salut Rémi, salut Kalima. Je le précise parce que tu sais de quoi on parle depuis tantôt, c'est évident, tu étais autour de la table toi aussi. J'ai remarqué dans les annonces qu'on fait déjà là, en vue de l'élection, on parle par exemple, on dit pas de baisse d'impôts, pas de baisse de taxes. Ça me rappelle un peu les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. C'était fait demander par Michel Leblanc, qui est aujourd'hui candidat pour le Parti libéral du Québec. Est-ce que vous pourriez baisser les taxes et les impôts? C'était à la dernière élection, il avait dit « over my dead body ». Comme si c'était... honnêtement, là, à part peut-être avec le Parti conservateur, c'était pas quelque chose d'envisageable, ça, sur le plan économique, de baisser les taxes et les impôts au Québec. Ah ouais, écoutez, comme tu l'as dit, Rémi, moi j'ai travaillé pour la CAQ pendant 3 ans. Je n'ai pas travaillé pour l'équipe Christine Fréchette. Moi, j'étais là à l'époque où on avait le droit encore de baisser les impôts. C'était une bonne idée. On se rappelle, M. Legault a fait campagne là-dessus en 2022. Il disait qu'il allait baisser les impôts de 2,5 points sur une période de 10 ans. Pendant le premier mandat, donc plutôt pendant le deuxième mandat, il y a 1% qui est parti. Je me souviens, en 2023, là, c'était le branle-bas de combat au budget, là. À peu près tous les commentateurs qu'il y avait nous disaient que c'était la pire idée du monde de baisser les impôts. Puis quand on le sondait, 75% des Québécois trouvaient que c'était une bonne idée. Fait que là, il y avait une grosse dissonance là-dessus. Puis j'avoue que moi, j'étais un peu surpris de voir la sortie, puis la virulence de la sortie de Mme Fréchette hier, de dire que c'est tellement pas une bonne idée de baisser les impôts. Là, on rattrape encore l'austérité libérale et tout. Là, il y a peut-être une petite dissonance avec le bilan du gouvernement, dans la mesure où si on croit à tout le narratif que M. Couillard, c'était l'austérité, c'était terrible, ça a mis à mal les services publics, pourquoi est-ce qu'on a baissé les impôts en 2023? Fait qu'il y a un peu une source de contradiction ici. Puis surtout, le même jour, vous avez certainement vu que M. Duhem est arrivé devant l'Assemblée nationale pour dire « Moi, je vais donner la plus grosse baisse d'impôts de l'histoire du Québec ». Puis sans toucher au service, parce que je vais le faire dans l'argent qui est donné aux entreprises. Fait que je pense que ça donne un gros contraste, puis en tout cas, les électeurs de centre-droit vont voir ça avec intérêt, je pense.
Mais sur cette idée de baisse d'impôts, là, trouves-tu que c'est encore quelque chose, c'est difficile de parler de baisse d'impôts au Québec? Ben, c'est sûr que, en fait, à partir du moment où on est sérieux pour baisser la charge fiscale des Québécois, qui sont, il faut le dire quand même, hein, la nation, l'État le plus imposé en Amérique du Nord, évidemment, la critique qu'on a toujours, c'est ben là, comment ça va affecter les services. Puis bon, jusqu'ici, tout va bien dans le sens que, effectivement, si tu baisses des revenus, il va falloir qu'il y ait des dépenses qui partent. C'est tout à fait logique. Mais à partir du moment où tu reconnais quand même que, par exemple, les soins de santé, ben c'est la moitié, l'éducation, c'est peut-être une vingtaine de pourcents. Puis d'abord que tout l'argent qui est dépensé là-dedans est pas toujours bien dépensé, ben c'est pas vrai que chaque dollar que tu pourrais enlever de la charge fiscale va forcément se traduire par des gens qui meurent dans la rue, là. À un moment donné, il faut être sérieux. Puis si on a juste cette binarité-là, ben en fait, on protège toute la bureaucratie puis tous ceux qui prennent leur cote en chemin quand le service se rend aux citoyens. Ben moi, je pense que c'est encore quelque chose qui vaut la peine d'être discuté aujourd'hui, là, la charge fiscale que les Québécois doivent payer, j'espère. Ben oui, mais tiens, Alexandre, non seulement chaque dollar qu'on enlèverait n'est pas un dollar qui provoquerait un impact dévastateur quand on sait que l'argent s'en va beaucoup dans la bureaucratie, mais non seulement ça, mais chaque dollar qu'on ajouterait ne viendrait pas améliorer la situation non plus, parce que quand le modèle fonctionne pas, ben c'est pas une, je veux dire, le modèle fonctionne pas. Je veux dire, moi, si tu me dis le modèle fonctionne pas, donne-moi plus d'argent, je veux dire non, change de modèle. T'es-tu game? Ben, je pense que la réflexion que tu as en ce moment, beaucoup de Québécois l'ont pour la même raison, parce qu'on l'a vu avec les hausses mirobolantes, puis il n'y a pas d'autre mot, des budgets en santé et en éducation. On parle d'augmentation de 60% en 8 ans. Puis le pire, c'est que malgré tout ça, il y a encore des acteurs syndicaux communautaires à QS qui nous disent qu'on a eu de l'austérité depuis 8 ans, qui disent que là, apparemment, que les services publics seraient mis à mal, puis qu'il faudrait encore monter la charge fiscale pour en rajouter. Je pense que n'importe qui voit ça, qui a l'impression qu'il y a eu une détérioration des services en même temps qu'une hausse stratosphérique du budget, va dire là, OK, il y a quelqu'un qui me niaise quelque part, là. Après, là où je suis partiellement d'accord, c'est qu'il faut quand même faire des réformes dans la manière que l'État fonctionne. C'est pas juste la quantité de dépenses. Puis moi, je pense que celui qui avait raison là-dessus, c'est M. Drainville dans sa course à la chefferie. Quand c'est arrivé et qu'il a dit il y a une vache sacrée que si on ne l'abat pas, on ne baissera jamais la taille de l'État, et c'est la permanence des fonctionnaires. Parce que si tout ce système-là, c'est une roue à cliquet, qu'à partir du moment que tu as quelqu'un qui est dans la machine, puis que s'il réussit à durer pendant 2 ans, tu as dépassé la ligne d'arrivée, puis là, tu as une job à vie, ben, oublie ça. C'est absolument impossible de réduire la taille, et si tu le fais, tu vas le faire d'une mauvaise manière, parce que ceux qu'il va falloir que tu coupes, c'est les jeunes qui sont là depuis pas longtemps, qui souvent veulent travailler, souvent avec des nouvelles réalités comme l'intelligence artificielle, sont sur la coche, amènent du changement dans la machine, puis c'est eux que tu dois couper. Quand tout le monde qui est permanent, tu peux pas changer. Mais avec la vitesse où les choses changent, avec les réformes qu'on devrait faire, c'est pratiquement impossible qu'il n'y ait pas des missions, des équipes, des directions, qu'à un moment donné, c'est juste que ça ne sera plus requis. Et si à chaque fois que tu veux couper quelque chose, tu dois encore un chèque à ces personnes-là ou tu dois les recaser quelque part, ben oublie ça, on n'en sortira absolument jamais. Fait que oui, il faut faire des réformes structurelles, mais est-ce que ça veut dire que chaque dollar qu'on va couper, ça veut dire qu'il y a vraiment des services en moins qui vont pas arriver à la population, puis il y a vraiment du monde vulnérable qui va en souffrir? Ça, moi, je suis sceptique. Et parlons maintenant des femmes CERL. D'ailleurs, on a fait une entrevue avec cette spécialiste justement de cette question-là. Tu voulais revenir sur le sujet et particulièrement du traitement, tu dis médiatique, là, qui est très différent. Il y a comme un 2 poids, 2 mesures là, sur cette question-là. Oui, parce que toute cette question-là, moi, je pense que c'est une question qui est sociale plus que politique. Je pense que c'est une question qui est vraiment importante. Parce que au final, que ce soit des hommes ou des femmes qui ressentent une solitude, beaucoup des jeunes d'ailleurs, du monde de génération Z, de ma génération, celle de Rémi, ça vient d'un lien social qui a été en quelque sorte brisé. T'sais. Puis moi, bon, il y a toutes sortes de raisons pour ça. On va blâmer souvent les téléphones, l'Internet. Je pense que c'est juste la moitié de la raison. L'autre moitié, c'est un peu que tous les espaces de rencontre dans la société civile, que ce soit les clubs, les associations, je sais pas moi, les scouts, les chevaliers de colons, etc. Tout ça, c'est anémié dans les dernières années, dans les dernières décennies. Puis, au final, c'est ça qui crée de la solitude. Quand on n'a plus de lieu de rencontre en dehors de son travail, puis là, encore une fois, au travail, faites bien attention à
ce que vous ferez, parce qu'avec tout ce qui est MeToo, etc., c'est pas non plus l'unique lieu pour faire des rencontres amoureuses. S'il y a plus ces lieux de rencontre-là, ben forcément qu'il va y avoir des gens qui vont être seuls. Mais est-ce que le spin, entre guillemets, ou le traitement qu'on devrait en faire, c'est toujours celui de la guerre des sexes? C'est toujours celui de politiser ça? Moi, je suis vraiment pas sûr. Puis oui, tu parlais de la couverture. Quand on parle des fameux incels, les hommes qui sont involontairement célibataires, c'est toujours sous le prisme de voici des dangereux hommes d'extrême droite qui soit votent mal parce qu'ils vont voter pour des populistes, soit carrément vont faire des tueries. Donc, c'est vraiment des gens très dangereux. Et donc, il faut faire attention aux hommes, surtout quand ils sont seuls. Donc, des bombes à retardement. Des bombes à retardement. Voilà. Là, on regarde la couverture dans la presse sur les femmes qui sont célibataires, qui vivent exactement le même phénomène. Là. Tout d'un coup, il y avait beaucoup plus de compassion. Une compassion qui, je pense, est méritée et qu'on devrait avoir des deux côtés sur cette question. Puis te dire, ben oui, vous savez, c'est des gens qui n'ont pas une forte estime d'eux-mêmes, etc. Ça, je pense pas que ce soit propre aux femmes qui sont dans cette situation-là. Je pense que les hommes aussi, ils ont ce mal-être-là. Et qui te disent, vont avoir un ressentiment vers l'autre sexe, etc. Puis moi, tout ça, je trouve ça tragique. Et je pense que c'est ce regard-là qu'il faut poser sur l'ensemble de la situation. Parce que quand on a un regard politisé, j'oserais dire presque marxisant sur la question, où c'est deux groupes les uns contre les autres, il y en a les uns qui oppriment les autres, où c'est un peu une guerre à finir à somme nulle, on n'en sort pas. Parce qu'au final, les hommes et les femmes, on a besoin les uns des autres. Là. Puis depuis le début de la civilisation humaine, on vit les uns avec les autres. C'est ça le concept. Fait que de monter les gars contre les filles, les hommes contre les femmes, je suis pas sûr que c'est vraiment constructif. Hein. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on est en train, justement, dans ce monde-là, tu parles de cette solitude, que ça part d'une souffrance. On mentionne chez les incels que ça peut déboucher sur la violence. Et la spécialiste disait, on n'a pas vu ça là, du côté des femmes. C'est pas pareil. Là. Je veux dire, on peut pas non plus dire que c'est exactement la même chose, mais elle craint quand même que oui, c'est pas quelque chose qui est complètement exclu. Penses-tu que le monde aujourd'hui et l'état des relations entre les hommes et les femmes fait en sorte qu'on est en train de créer ces bombes à retardement, peut-être de violence envers l'un et l'autre sexe? Ben, là où il y a évidemment une part de vérité, c'est qu'il y a des différences entre les sexes. Je veux dire, c'est assez universellement reconnu que quand il y a un mal-être, les hommes vont tendre à l'extérioriser, puis les femmes vont tendre à l'intérioriser. Fait que ça, effectivement, qu'il y a une part de vérité. Bon, est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a des différences entre les sexes aujourd'hui? On en reparlera. Mais tout ça pour dire que oui, il y a une part de vrai. Mais moi, je pense que la situation qui est derrière ça, elle est vraiment sérieuse. Puis elle mérite qu'on la regarde avec plus de hauteur que juste de dire « Hey, les gars sont problématiques ». Parce que de chercher à comme hiérarchiser ça puis à dire « Ah ouais, ben justement, tu sais, comme les filles vont moins en faire un truc violent et tout », est-ce que ça veut dire que ça serait moins grave pour cette raison-là? Moi, je pense que si on souffre de solitude, si on veut justement aller vers l'autre, mais qu'on n'ose pas, qu'on n'a pas les lieux de rencontre pour le faire, qu'on n'a pas la confiance en soi nécessaire pour se présenter à autrui, c'est vraiment grave que vous soyez un gars ou une fille. Puis je pense qu'on devrait regarder ça avec des yeux compatissants, mais aussi en se disant, OK, à l'échelle sociétale, qu'est-ce qu'on devrait faire pour un peu reconstruire ce lien-là? Parce que vous le savez, peut-être que dans certains pays d'Asie riches, que ce soit la Corée, le Japon, mais un peu plus lequel des deux, on est rendu qu'on paye les jeunes d'à peu près de nos âges pour qu'ils sortent de chez eux puis qu'ils aillent parler à du monde. Parce qu'il y a justement le phénomène, je pense que c'est japonais, puis c'est Hikikomori, quelque chose comme ça, ceux qui restent dans leur chambre comme pour toujours. Mais tu sais, on rit en disant ça parce que c'est ridicule, le gouvernement qui paye du monde pour sortir de chez eux, mais il ne demeure pas moins que c'est vraiment tragique sur le fond, ça en dit long sur ce que le lien social est devenu, là. J'aimerais ça être payé pour sortir de chez nous, moi. Hein? C'est un petit peu ça, aller travailler, par contre, il faut dire. Là. Merci beaucoup, Étienne Alexandre. Moi, j'ai bien aimé, tu as parlé d'égalité des sexes, après tu as parlé de guerre des sexes. On est passé de quelque chose qui était, je pense, une lutte normale, mais qui était avec objectif l'égalité. Après, quand les sexes s'affrontent dans une guerre, je ne sais pas comment ça peut bien finir. Merci beaucoup. On se parle demain. Merci à toi.